J'ai le plaisir donc d'accueillir ici, dans le cadre de ce séminaire, Alberto Camplani, qui est professeur d'histoire du christianisme et des églises, puisque c'est le titre, Storia del Cristianesimo e delle Chiese, non? Maintenant, c'est changé à partir de septembre, c'est littérature chrétienne antique. Littérature chrétienne antique. Donc, à la Sapienza de Rome, il enseigne aussi à la catholique de Milan et à l'Istituto Patristico Augustinianum à Rome. Entre autres nombreuses activités, il est directeur de la revue Adamantius. Et voilà, il a deux casquettes, si je puis dire. Il est à la fois un spécialiste du christianisme syriaque, mais aussi du christianisme égyptien et alexandrin notamment, et il a, qui sont deux axes qui se croisent, hein, donc, et il a consacré beaucoup d'études à une des formes peut-être les plus typiques de ce christianisme alexandrin, que sont les lettres festales. Alors, il va nous en parler, hein. Vous savez que ce sont des lettres par lesquelles l'évêque d'Alexandrie annonçait la date de Pâques, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi, sont vite devenus des traités roulant sur des sujets de nature disciplinaire et doctrinaux. Alors, il a traduit en italien les lettres festales d'Athanase, ainsi que l'index des lettres festales, de l'auteur anonyme, publié à Milan en 2003. Je vous recommande d'aller voir cette publication, ne serait-ce que pour son introduction, introduction sur le genre, sur la transmission des lettres et sur leur contexte historique. Il a par ailleurs aussi édité des lettres, aussi bien en grec qu'en copte. Et comme la lettre festale, je dirais, est une de ces innovations les plus frappantes du christianisme alexandrin dans le domaine de la culture écrite, qui est le sujet des cours de cette année et des années qui vont suivre, eh bien, je lui ai demandé de venir présenter les lettres festales, mais plus généralement les lettres épiscopales, dont il est un des meilleurs connaisseurs. Alors Alberto, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je pense que vous m'écoutez. Oui, vous m'écoutez. Et merci pour cette introduction. Aujourd'hui, je suis historien, c'est-à-dire j'enseigne maintenant littérature grecque chrétienne et latine, mais je voudrais proposer des réflexions de la part d'un historien du christianisme que je suis, pas d'un papyrologue que je ne suis pas, mais vous savez qu'il est très important une relation très étroite entre les deux disciplines, parce que j'ai compris beaucoup de choses, aussi de lettres festales que j'avais étudiées quand j'étais jeune, après avoir eu des contacts avec des papyrologues, Jean-Luc, Annick, Martin et des autres qui sont ici dans cette salle. Les lettres, c'est une question très importante pour l'histoire du christianisme. Le fait que le premier document chrétien soit une lettre, la première lettre de Paul de Tarse aux Thessaloniciens, écrite pour gouverner une communauté, est un signe évident du rôle capital joué par l'épistolographie dans l'histoire du christianisme. Mon discours, qui est le discours d'une historienne, présuppose un certain nombre de recherches consacrées à décrire, classer, contextualiser les premières lettres chrétiennes, de celles de Paul de Tarse, l'apôtre, rédigées dans un contexte où la communication orale semble plus importante que la communication écrite, à celle des évêques et synodes déjà à la fin du IIe siècle, à une époque où la communication écrite devient de plus en plus dominante, à la fois pour négocier les relations entre évêques ou groupes d'évêques et pour gouverner un diocèse ou un ensemble de diocèses. Mon séminaire prendra spécifiquement en considération les lettres écrites pour guider, organiser, exhorter, catéchiser les communautés, à partir des lettres de recommandation les plus simples. Par exemple, les lettres rédigées par Sotas, évêque d'Oxyrhynque, au IIIe siècle, à celles plus officielles adressées à tous les fidèles du diocèse ou de l'Égypte entier, afin de les informer d'une décision disciplinaire ou doctrinale importante.
tous deux les genres ont une préhistoire dans l'utilisation de la communication écrite des communautés des années 50, 60, 70 du 1er siècle. La recommandation est très typique de Paul, la lettre de recommandation, ainsi que la proclamation de la vérité, c'est-à-dire dans Paul, l'apôtre, nous trouvons déjà les deux types de lettres, de messages qui servent pour construire un network, très à la mode, c'est le mot très à la mode, un network de relations entre les communautés éparses sur un territoire. En passant par les passages intermédiaires des exhortations morales et ecclésiales, en particulier certaines lettres circulaires des patriarches d'Alexandrie. J'utilise ici pour le moment le mot patriarche dans une manière un peu anachronistique, mais je pense compréhensible. Le terme patriarche est utilisé dans l'Église égyptienne à partir du 7e siècle. Dans le premier papyrus, je pense que c'est celle où Damien vient appeler patriarche. Normalement, on parle d'évêque d'Alexandrie. Ben, c'est trop long, je pense que patriarche, c'est plus facile pour tout, aussi quand je parle du 3e siècle et pas du 7e siècle. En particulier, certaines lettres circulaires des patriarches d'Alexandrie sont explorées sous différents angles. Celui du contenu, où l'épistolographie apparaît comme un système de règlement des conflits de juridiction ou des crises dogmatiques. Celui de leur transmission, de leur circulation, en étudiant comment les lettres ont été transmises, par qui et sous quel support matériel. Celle de leur traduction en copte. Copte, c'est une des langues parlées et écrites en Égypte à partir du IIIe siècle. La situation du copte dans les études est très compliquée parce que nous avons des matériaux écrits et pas la perception de la correspondance entre le copte écrit et la langue égyptienne qui était parlée. Mais il y a quelques relations sûres, c'est-à-dire nous avons déjà au IVe siècle de lettres privées dans lesquelles on parle de choses très simples comme l'envoi d'huile ou de petites choses entre moines qui présupposent une connaissance du copte comme langue non seulement orale mais aussi écrite. Celle de leur traduction en copte ou bien de leur rédaction dans cette langue, c'est-à-dire un des problèmes fondamentaux concernant l'histoire linguistique de l'Égypte de l'Antiquité tardive. C'est un argument avec lequel je dois poser des questions chaque jour de ma vie. Jean-Luc même a écrit un très bon article, plus qu'un article, sur la question de la relation entre copte et grec dans la société de l'Égypte tardo-antique. Nous n'avons pas le copte comme langue parlée par les catégories les plus hautes de la population et surtout par les patriarches d'Alexandrie. Les patriarches d'Alexandrie, normalement, envoient les lettres en grec. Mais les évêques ou les presbytres qui sont au-dessous du patriarche peuvent envoyer aussi des lettres écrites en copte. C'est-à-dire, nous avons une très longue croissance du copte pendant à partir du IIIe siècle jusqu'au VIIe siècle, mais le drame du copte, c'est l'arrivée des Arabes, c'est-à-dire quand le copte a obtenu un niveau très haut d'utilisation dans la société et dans l'Église, l'arabe devient la nouvelle langue qui a l'avantage énorme d'être une langue internationale comme le grec. Et alors, au Xe siècle, par exemple, les lettres des patriarches sont écrites pour une période encore en grec et puis en arabe, sans passer par les coptes.
Quand nous trouvons une lettre en copte sur une ostrakon ou sur un rouleau de papyrus, il faut penser si la lettre a été écrite en grec ou non, si c'est l'expression d'un auteur qui veut écrire en copte. Vous comprenez que les lettres sont un lieu de vérification et de questionnement très important pour la question de la relation linguistique entre les deux langues, qui n'est pas même la question de la relation entre ethnies est beaucoup plus compliquée. En ce qui concerne l'essentiel de ce que vous voyez sur les diapositives, les conversations avec de nombreux collègues et amis et leurs matériaux ont été particulièrement utiles. Jean-Luc Fournet, j'ai déjà mentionné. Roberta Matz m'a fourni une étude sur la lettre que je vais montrer contre les manichéennes du début du IVe siècle. Et puis Marco Stroppa m'a donné son article en préparation sur les lettres festales. Et Sofia Torres-Stover m'a fourni les photos que vous voyez sont inédites. Sont la lettre à Dracontius par Athanase Alexandri, la traduction copte du IVe siècle. Et à la fin, Paola Buzzi et Tito Orlandi avec eux, je travaille à partir d'Envie, 30 ans, et ils m'ont fourni le support de CMCL, Corpus dei Manoscritti Copti Letterari, et du groupe de Paola Buzzi, PASS, qui est en recherche européenne. Alors, la contextualisation codicologique de ce que veut dire je la peut réaliser aussi au moyen de la consultation des banques de données de ces deux recherches, Corpus dei Manoscritti Copti Letterari et PATHS. En synthèse, je voudrais toucher à travers la lettre des évêques d'Égypte la question du message écrit comme forme de renforcement des liens hiérarchiques, la question de la relation du copte au grec, la relation entre diffusion du document de la part du patriarche ou d'un évêque et son éventuelle transformation en œuvre littéraire. C'est une question que m'a posée Jean-Luc Fournet. Par exemple, la lettre festale d'Athanas étaient des documents, mais ont été transformés en des œuvres littéraires avec des codex littéraires qui étaient utilisés pour leur circulation. Et puis, la particularité matérielle de quelques papyrus, il y a 2 ou 3 papyrus qui font problème et qui, j'espère qu'il y aura une petite discussion sur ça. Je n'ai pas de réponse, mais il y a des problèmes sur 2 ou 3 des images que je vous vais montrer. La structure de l'Église égyptienne. Le thème lettre épiscopale relie très étroitement un rédacteur d'une épître aux fonctions typiques d'un membre de la hiérarchie ecclésiastique, l'évêque. Fonctions qui ont évolué au cours des siècles et ont subi une verticalisation. Un évêque du IIIe siècle est différent d'un évêque du Ve siècle, VIe siècle, VIIe siècle. Par conséquent, il faut garder à l'esprit la géographie et la forme des structures ecclésiastiques pour comprendre la fonction et la valeur des communications épistolaires du patriarcat d'Alexandrie. Je sais bien que le thème patriarche est un peu anachronique. Un trait frappant de l'Église égyptienne est la position dominante de l'évêque d'Alexandrie, patriarche, qui a réussi à empêcher que le siège métropolitain ne se forme en Égypte. Alors, lorsqu'en Syrie, vous avez un pouvoir ecclésiastique qui est basé sur 3 niveaux, c'est-à-dire le patriarche, les évêques métropolitains, qui ont la responsabilité, par exemple, de nommer les évêques au 3e niveau. En Égypte, nous avons un pouvoir dual, c'est-à-dire l'évêque d'Alexandrie et le centre évêque d'Égypte, qui sont sur un territoire très long. Le Nil, oui, relie tout l'Égypte, mais il y avait aussi des évêques au partir du début du IVe siècle qui étaient dans les oasis, c'est-à-dire 500 km par exemple du Nil.
Et alors, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que l'évêque d'Alexandrie a un pouvoir autocratique pour ce qui concerne le dogme et l'organisation générale de l'Église. Mais les évêques, après avoir été ordonnés et consacrés aussi, c'est-à-dire nommés et consacrés par l'évêque d'Alexandrie, chaque évêque allait à Alexandrie pour être consacré, après ça, ils ont un pouvoir très considérable à l'intérieur de leur diocèse. Parce que le rapport épistolaire entre, par exemple, le Kellis ou entre Philée, l'île de Philée et Alexandrie ne sont pas très faciles. Et alors, Athanase ou les autres savent bien que l'évêque peut avoir une liberté de discipline, de relation avec le monachisme très grande, mais ce qui requiert les évêques, c'est l'obédience pour ce qui concerne la doctrine et la discipline générale, c'est-à-dire éviter les schismes, etc. La motivation de cette structure pharaonique est une motivation qui a ses racines dans l'histoire sociale d'Égypte. Le capital de Nomoi ne sont pas poleis, ne sont pas des cités jusqu'à l'époque sévérienne. Et c'est alors que nous avons la certitude d'une vie municipale en Égypte. Par rapport à la Syrie, ça change beaucoup. C'est-à-dire en Syrie, nous avons une tradition d'autonomie urbaine très forte de la part de l'élite des cités. En Égypte, un peu moins. Et aussi la dépendance des nouvelles poleis, des nouveaux municipes par rapport à la capitale est une dépendance très forte. Et les évêques sont des évêques qui, normalement, sont reliés très étroitement au patriarche. Si vous pensez à des scènes qui sont racontées dans les actes des conciles de Chalcédoine, on est frappé par la dépendance absolue des évêques par rapport au patriarche. Quand Dioscore vient puni avec des mesures disciplinaires contre lui, les évêques ne sont pas... Qu'est-ce qu'il faut faire et nous avons le récit de ça, un récit qui est dramatique. Ne peuvent pas savoir que faire. L'empereur a décidé de condamner Dioscore et ils ne sont pas en train de dire s'ils peuvent signer ou non la condamnation. Alors, rien métropolite, et c'est un retard dans la formation des évêchés en Égypte, leur dépendance complète par rapport à la cité, mais aussi des mouvements de contestation de cette forme de pouvoir. Le milicianisme est aussi un mouvement au début du IVe siècle. Je le mentionne parce que la première lettre, une des premières lettres que nous avons des patriarches, c'est lié à lui, a contesté cette forme très autocratique de domination de la capitale chrétienne de la capitale qui n'était pas chrétienne, mais de la communauté de la capitale sur les autres communautés d'Égypte. Le rapport de soumission des évêques d'Égypte à celui d'Alexandrie s'est instauré probablement vers la fin du IIIe siècle, au temps de la si dite petite paix, c'est-à-dire les périodes entre, la deuxième moitié du IIIe siècle, après la persécution d'Ace et Valérien. C'est de l'époque de persécution de Dioclétien que date le premier témoignage de la coutume selon laquelle les évêques d'Égypte doivent être consacrés par l'évêque d'Alexandrie. La position dominante du patriarche par rapport aux évêques fut confirmée par le concile de Nicée. Le canon 6, vous savez, stipule que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et dans la Pentapole, ce sont 3 régions qui sont mentionnées dans ce canon très important, soit maintenue, c'est-à-dire est quelque chose qui dérive de la tradition, quelque chose que déjà existe au XIIIe siècle, avant la persécution, avant l'Église constantinienne. En sorte que l'évêque d'Alexandrie ait les pouvoirs sur toutes ces régions, c'est-à-dire Libye, Pentapole, la Libye,
la Pentapole, c'est-à-dire 5 cités avec un grand passé hellénistique, Cyrène, Ptoléméide, Barque, etc. Et puis l'Égypte, c'est-à-dire la vallée du Nil et les oasis. Dans cette structure, les lettres ont joué un rôle capital. Il y a 2 lettres qui méritent d'être mentionnées. Oui, et, vous pouvez lire Eusèbe de Césarée, vous trouvez un magnifique choix de lettres de Denis d'Alexandrie avec une sélection qui sont citées. Mais ici, n'est pas toujours facile de voir quel est le rapport de Denis avec les évêques. Il parle aussi avec d'autres évêques, il parle aussi avec des communautés. Par exemple, magnifique, c'est son voyage en Fayoum, mais oui, ce n'est pas très clair. Ce sont 2 lettres qui ont une fonction très importante, c'est-à-dire la lettre de Philéas et autres évêques martyrs. Je n'ai parlé aussi à la EPHE contre l'évêque Melitius, conservé soit dans un codex canonique de Verona, soit dans un codex angéèse, c'est-à-dire l'éthiopien classique. Elle est suivie de la lettre d'excommunication temporaire de même évêque, c'est-à-dire de Melitius, par Pierre d'Alexandrie. Alors, dans ce codex et aussi dans les parallèles éthiopiens, vous avez une des manifestations plus claires du pouvoir d'Alexandrie sur les évêques. Et nous sommes pendant la persécution des Dioclétiens, c'est-à-dire 305, 306, 7. Ce sont des lettres qui sont des années. Et c'est très clair que les évêques dépendent déclarent d'avoir un lien de dépendance par rapport à Pierre, aussi pour ce qui concerne la foi. Le Christ. C'est impressionnant. Et ce sont des évêques que nous connaissons aussi pour d'autres voies, c'est-à-dire Philéa est par exemple mentionné par Eusèbe comme un personnage capable d'écrire des lettres de haut niveau, c'est-à-dire dans une grecque très sophistiquée. Puis il y a l'autre lettre importante, que c'est la lettre antimanichéenne du IVe siècle, le papyrus Ryland, 3e et 469, qui est une lettre, c'est un rouleau. Maintenant, je vais parler aussi de support-matériel des lettres. C'est un rouleau. Mais c'est pour montrer à vous que nous avons 2 possibilités. D'une part, des codex littéraires qui nous transmettent de lettres qui certainement ont été écrites de cette manière, mais desquelles nous n'avons plus l'original et que maintenant nous avons la chance de connaître à travers des codex littéraires. Un codex en latin, un codex en angéèse, c'est-à-dire 2 traductions en 2 langues complètement différentes qui ont traduit un texte grec. Je pense début du 5e siècle Carthage, les lettres qui sont préservées dans les codex de Verona, et entre 5e siècle et 7e siècle en Éthiopie, en particulier dans le règne d'Aksum. Mais ici, vous avez l'autre côté, c'est-à-dire aussi ce qui, pour un historien, est fascinant est la capacité de l'Égypte de donner la documentation dans sa variété. Et ici, nous avons la copie qui circulait entre les fidèles, je ne sais pas où, dans laquelle on parle très mal de manichéennes qui sont contre le mariage. Alors, c'est éthique sexuelle qui est proposée par un évêque, le patriarche, nous ne savons pas. La lettre a été attribuée à Théonas, mais aussi Robert Matz me dit qu'on peut aussi penser quelque chose légèrement postérieur, c'est-à-dire Théonas, c'est à la fin du IIIe siècle, et nous pourrons
aussi être au début du 4e. Mais la question chronologique pour moi n'est pas importante, c'est-à-dire nous avons un très clair exemple très tôt de lettres épiscopales écrites sur papyrus sur un rouleau. Alors, vous savez que nous avons deux types de lettres, deux types d'utilisation du rouleau de papyrus. Le rouleau pouvait être écrit sur un côté et l'autre était laissé en blanc, de deux manières différentes. C'est très, très connu ça. En position horizontale, mais est important pour ce que je vais dire après. Il pourrait être écrit en colonne, en fonction de selon la direction des fibres. Mais si on si on choisissait la position verticale, il y avait une seule colonne et écriture contre la direction des fibres. C'était les deux. Après un peu de temps que le rouleau n'était plus utile, on pouvait aussi écrire de l'autre côté. C'est-à-dire nous avons beaucoup de lettres d'évêques d'Alexandrie qui sont écrites seulement d'une part avec le système de rouleau à plusieurs colonnes. Et d'autres lettres qui sont écrites, une ou deux exemples qui sont écrits en vertical sur un seul colonne, mais contre la direction des fibres. Ce sont deux modalités d'utilisation de Rotulus. Je pense qu'on pourrait penser qu'il y a aussi des fins légèrement diverses, c'est-à-dire la succession des colonnes selon la direction des fibres et position horizontale, c'est typique de la circulation des documents produits à Alexandrie, dans la cancellerie de l'épiscopat et diffusés par tout l'Égypte. Là, le cas d'une lettre festale que nous avons en direction verticale, c'est plus un document. Il y a la tradition administrative d'Égypte qui suggérait aussi l'utilisation de ce format vertical. Mais d'autres choses qu'il faut anticiper pour passer puis à les autres questions, c'est le fait que nous avons une typologie très vaste de lettres et de supports de lettres. J'ai parlé de rouleaux de papyrus. Composer un rouleau, était un fait pas si facile. Et alors, il y avait les évêques dans leur activité quotidienne, dans leur message aux fidèles, qui écrivaient aussi sur des pièces de papyrus, des restes de papyrus, ou sur des ostracas, c'est-à-dire de matériel dur. Ou par exemple, dans le cas de sotas, aussi de fragments de parchemin. Vous comprenez que les deux niveaux sont très différents. D'une part, nous avons une lettre qui est conçue comme un document officiel, la lettre en position horizontale, ou utilisée pour la préservation. Je pense que ce pourrait être la motivation de la position verticale d'une lettre. Mais il y avait 100 ans de lettres écrites chaque jour par les évêques en grec, en copte. Par exemple, nous avons deux archives très importantes, l'archive d'Abraham de Hermontis et Pisensis de Coptes, qui sont composées de lettres écrites sur des ostracas, probablement étaient originairement écrits sur des fragments de papyrus, et les ostracas étaient la copie préservée dans l'archive de l'évêque. Et ici, la question des langues, vous comprenez, se pose très fortement. C'est-à-dire, la situation, quand j'ai un texte en copte, écrit sur un papyrus sur un rouleau de papyrus, soit horizontal, soit vertical, je suis en présence d'un acte qui semble être caractérisé par l'officialité.
quand j'ai des fragments de papyrus, et alors quand il a un texte copte, je suis porté à penser, mais ne peut pas devenir un dogme, que le copte est la traduction du texte grec. Pourquoi? Parce que les évêques d'Alexandrie écrivaient en grec. Quand j'ai des fragments d'Ostraka ou des papyrus qui sont en copte, c'est très probable que le copte, c'est un choix personnel de l'évêque, le choix d'une langue qui pouvait être plus compréhensible qu'autre dans son diocèse. Et nous avons le phénomène, par exemple, au temps de Byzantius de Keft, nous sommes au passage du 6e et 7e siècle, c'est-à-dire si vous voyez le handout entre Damien, Andronicus et Benjamin, alors vous avez des évêques qui écrivent en copte et d'autres évêques qui écrivent en grec. Et nous ne savons pas pourquoi. Je pense qu'il y avait dans chaque diocèse le problème de la majorité de la population, quelle langue pouvait lire ou pouvait comprendre. Et d'autre part, mieux. Et d'autre part, il y avait aussi la personnalité de l'évêque. Ça, c'est très important. La question, quand je trouve le copte dans des documents officiels écrits sous des rouleaux, j'ai des doutes. C'est-à-dire, quand je suis au 4e, 5e, 6e siècle, c'est sûr que normalement, quand j'ai du copte, c'est traduction du grec. Mais pas un document que j'ai publié il y a quelques années. Je pense qu'on peut penser aussi à une composition en copte. C'est un évêque. Et il écrit contre la direction des fibres sur une colonne verticale. Maintenant, nous la voyons. Et alors, et puis, il y a autres typologies. Jusqu'ici, je vais parler de textes qui ont sont caractérisés par le fait d'être des textes qui circulaient. Puis, nous avons la transformation de ces textes en texte qui peut être partie des codices littéraires. Codex littéraire, comment on dit en français, c'est... Codices, ça va bien. Et alors, codices littéraires. Nous pensons par exemple à Cyril d'Alexandrie. Nous avons, par exemple, ici, je vous montre la lettre festale de Cyril d'Alexandrie de l'an 421. Vous voyez, nous avons ici le texte, il y a un colonne et puis l'autre. C'est une magnifique écriture, magnifique. Caval de Bastianini a dédié beaucoup de pages à décrire cette écriture. Le verso, c'est-à-dire l'autre côté, est vide. La direction est la direction des fibres. Alors, nous avons le cas typique d'une lettre officielle, une copie de la chancellerie d'Alexandrie, qui circulait dans tout l'Égypte. C'est une chance d'avoir cette copie préservée à Florence. Et publiée il y a quelques années. Quand j'étudiais Cyril d'Alexandrie, ça n'est pas connu. Mais nous avons aussi beaucoup des codex médiévaux, des codices médiévaux préservant de textes grecs de toutes les lettres de Cyril d'Alexandrie. Alors, vous avez les deux côtés de l'histoire d'un texte. Un texte qui est un document écrit sur un rouleau et un texte qui devient littérature dans des codex, des codices byzantins. Nous revenons après sur cette question de codices littéraires par rapport à codex au papyrus, parce que je vous montre en lettre de Cyril d'Alexandrie, que j'ai étudié soit seul, soit avec Annick Martin, que est un codex copte, où le copte donne aussi un texte qui est plus ancien et plus fiable que le texte de la tradition byzantine. Qu'est-ce que sont les lettres festales?
il y a 30 ans que j'étudie ça. Et vous comprenez que j'aime beaucoup ces lettres. Aussi, pourquoi j'ai compris que non seulement ce sont des documents très importants pour la relation entre le patriarcat et avec les centres, avec l'Égypte, mais aussi pour leur contenu qui n'est pas Pascal seulement, comme a dit Jean-Luc, mais aussi il y a un contenu religieux, politique, il y a la mention des successions épiscopales, c'est-à-dire l'indication précise de quels évêques en Égypte sont en communion avec le patriarche. Alors, vous comprenez que ce n'est pas seulement une indication de la date de Pâques. Le genre découle du besoin ressenti par les évêques d'Alexandrie d'annoncer la date annuelle de la Pâques, qui est une fête mobile aussi dans l'Antiquité, aux communautés chrétiennes d'Égypte, mais aussi à Rome et aux autres patriarcats. La première indication explicite de l'existence de ce type de document se trouve dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée par rapport à Denis d'Alexandrie, IIIe siècle. Denis, dit Eusèbe, en plus de lettres sous-mentionnées, a également écrit à cette époque les lettres qu'on appelle festales, dans lesquelles il élève le ton en des discours solennels sur la fête de Pâques. 7e livre de l'histoire ecclésiastique. Cette information, ainsi que certaines allusions à la rédaction d'écrits sur la Pâque, laissent supposer que la naissance de ce genre littéraire a eu lieu sous la première figure d'évêque d'Alexandrie qui possède pour nous une réelle cohérence historique, c'est-à-dire Démétrius. Vous voyez sur les handouts, nous sommes au passage entre le 2e et le 3e siècle. Démétrius, c'est le fondateur de l'église égyptienne. Les noms qui sont avant Démétrius sont des noms un peu légendaires. Et surtout, il a fondé à Alexandrie l'épiscopat monarchique qui était déjà diffusé dans d'autres régions, dans la Syrie, etc. Et l'a exporté dans toute l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a imposé des évêques dans des communautés qui pouvaient être dirigées d'autres manières, avec des prophètes, avec des groupes de presbytres. Puis, nous avons un autre témoignage capital, que c'est Cassien, l'historien du monachisme, qui dans ses conférences donne-nous l'information la plus importante concernant l'envoi de lettres festales par les patriarches d'Alexandrie. Il dit, dans la province d'Égypte, on observe cette coutume de tradition ancienne. Dès que le jour de l'Épiphanie s'est accompli, ce que les prêtres de cette province définissent comme étant celui du baptême du Seigneur, de sa naissance selon la chair, et pour cette raison, ils célèbrent la solennité de deux mystères, non pas deux fois, comme dans les provinces occidentales, mais dans une seule fête célébrée ce jour-là. Les lettres du pontife d'Alexandrie, dans lesquelles le début du carême et de Pâques est fixé, maintenant nous sommes très proches, sont adressées à toutes les églises d'Égypte, non seulement dans toutes les villes, mais également dans tous les monastères. Ça, nous sommes à la fin du IVe siècle, témoignage sur le pouvoir du patriarche d'Alexandrie exercé à travers les lettres festales. Ce sont des lettres festales qui, par exemple, décident la controverse anthropomorphite et origénienne de la fin du IVe siècle. Ceci un témoignage de début de 420 et tardif, pas tardif, mais fait référence à la forme qu'assumaient les lettres festales à l'époque de Cyril d'Alexandrie. Si l'annonce de la date du début des carême est certainement une nouveauté introduite par Athanase, nous ignorons la date du début de la coutume de lire la lettre le jour de l'Épiphanie. Si elle était ancienne, cette coutume de lire la lettre le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier, nous serions autorisés à émettre l'hypothèse que les lettres festales devaient être écrites par les patriarches d'Alexandrie au plus tard au mois de novembre de l'année précédente la Pâque annoncée, afin d'attendre l'ensemble du territoire égyptien avant l'Épiphanie.
L'autre aspect intéressant de l'information de Cassiane est l'insistance sur la diffusion à grande échelle de la lettre, non seulement parmi les évêques, mais aussi parmi les monastères d'Égypte. Même de cette patrie que nous ne connaissons pas la date du début. Il semble probable qu'Athanase a été l'un des principaux promoteurs, comme le montre l'arrivée de la lettre festale 39 avec les canons des Écritures, hein, très important, écrite pour la Pâque de l'an 367, non seulement dans le diocèse d'Égypte, mais également dans les monastères pacamiens, comme le témoigne la vie de Pacom, Vita Poerica 189. À partir de la fin du IVe siècle, d'autre part, nous avons la certitude que les lettres festales ont été adressées vers tous les diocèses d'Égypte et les monastères les plus importants, du delta de Nil à Assouan, en passant par la Libye, ainsi que vers d'autres sièges épiscopaux importants de la Méditerranée, comme Rome. Alexandrie était capable d'imposer la date de Pâques à Léon le Grand, différente de celle qui était proposée par Rome. Chaque lettre a été reproduite dans des dizaines d'exemplaires. Il faut penser qu'est-ce que pouvait être la chancellerie d'Alexandrie, qui produisait centaines d'exemplaires dirigés à tous les évêques. Mais vous comprenez aussi pourquoi ces lettres étaient si importantes. Il n'y avait pas seulement la déclaration sur le centre de la foi chrétienne, la Pâque, la résurrection du Christ, mais la discussion des événements, la discussion de la crise christologique, par exemple, dans Cyril. Vous pouvez suivre, par exemple, la controverse nestorienne à partir de lettres festales de Cyril. C'est intéressant, c'est un autre point de vue, c'est-à-dire la version pastorale de la crise dogmatique. Ensuite, du comment elles sont devenues textes littéraires. Nous pouvons en effet identifier certains types de transmission de ces lettres. Recueils contenant les lettres écrites pendant la carrière épiscopale. C'est-à-dire, ici, vous avez la lettre réelle, la copie réelle. Mais il faut penser qu'il y a une typologie très vaste de textes, de formes littéraires de préservation des lettres festales. Par exemple, des codices contenant toutes les lettres festales. Athanase est préservé par des codices coptes du 9e, 10e, 11e siècle. Cyril dans des codices en grec du Moyen-Âge tardif. Les homélières liturgiques. Nous avons des homélières liturgiques qui préservent des lettres festales. Moi et mon ami Severvoy, que nous avons identifié, par exemple, la Grotta Ferrata, dans un palimpseste, la lettre de Euloge d'Alexandrie, c'est-à-dire de patriarche Melkite d'Alexandrie, préservé à l'intérieur d'un manuscrit qui contenait des homélies sur la Pâque. Pourquoi? C'est facile de répondre. Parce que Euloge était ami de Grégoire le Grand. Et dans la Grotta Ferrata, nous avons des manuscrits qui sont en relation avec le network de Grégoire le Grand et Euloge d'Alexandrie. Homélière liturgique. Et puis, la tradition en direct. Les lettres de Denis mentionnées par Eusèbe, les lettres de Pierre d'Alexandrie, pas celles que je vous montré, dans l'anthologie dogmatique, le Codex Vatopédie, des fragments de celles d'Athanase, de Théophile, de Cyril, de Damien, de Benjamin, transmises par Florilège. En cas particulier de tradition directe, elle est représentée par la traduction complète en latin de certaines lettres de Théophile faites par Jérôme. Jérôme traduit les lettres de Théophile. Si vous cherchez dans les épîtres de Jérôme, vous trouvez 3 lettres de Théophile traduites. Et c'est intéressant d'avoir le texte en latin de Jérôme et aussi le texte copte, parce que la même lettre contre les origénistes, écrite par Théophile, est préservée aussi dans une grande écrite de Chenoute de Atripe et traduite en copte. Et puis, oui, les ostraca. Aussi ici, quand je trouve un ostracon qui contient la citation
je vous le montre, il faut arriver à la fin. Je n'ai pas là. Ah oui, ici vous avez un ostracon dans lequel c'est-à-dire une pièce d'une vase, dans lequel est cité, c'est-à-dire est cité la finale d'une lettre de Benjamin, en traduction copte. C'est intéressant. Pourquoi quelqu'un à Thèbes, l'ostracon vient du monastère de Jaime, d'Épiphane, monastère siddhite d'Épiphane. Pourquoi quelqu'un a pensé de traduire en copte ou a utilisé une traduction copte immédiate d'une lettre pour transcrire le final avec la date? C'était pour avoir dans sa tête et dans sa chambre, dans sa maison, la mention de ces lettres. Quelquefois, il y a seulement le terme peu kérugma, c'est le terme grec utilisé en copte pour dire la lettre festale de Damien. Seulement ça. Je pense qu'ici, nous avons une très bonne idée de l'influence qu'avaient les lettres festales dans la pastorale. Parce que nous avons beaucoup de ces fragments de vases avec de citations de la lettre, la registration de la date, etc. Et alors, ce qui démontre qu'il y avait un rôle liturgique de ces lettres, un rôle pastoral. Et oui, c'était une lettre qui créait union entre, dans ce cas, le parti monophysite en Égypte. Et alors, je vous montre un peu de lettres épiscopales en grec, en copte, pour vous montrer l'évolution de ces lettres dans le temps. Vous voyez qu'ici, vous avez la lettre festale du 5e siècle de Cyrille, mais au 6e siècle, nous avons le papyrus Grenfell second 112, qui est écrit sur une seule colonne en sens vertical. Et pourquoi on peut penser que c'était une copie produite, par exemple, dans un épiscopat quand arrivait la copie de la lettre? Je ne sais pas. Il faudrait en discuter un peu. Mais c'est important de faire des modèles d'explication parce que ces modèles peuvent aider aussi à résoudre des cas qui sont plus difficiles. Oui. Ça, c'est une lettre festale du 8e siècle en grec. Très important. 8e siècle en grec, centaines de copies pour tous les évêques. Par exemple, la plus grande, pardonnez ça, c'est le plus important, c'est magnifique. Je l'ai vu quand Berlin était divisé en deux et ce n'était pas facile de passer de l'autre part dans la Papyrussammlung de Berlin. Il y avait ces lettres festales, je suis allé là pour pouvoir la contempler un peu. Ces lettres, c'est la lettre d'Alexandre II. C'est un évêque qui a écrit cette lettre ou en 713 ou à 720, je ne me souviens pas. Et au début du 8e siècle, sous la domination arabe.
avec une écriture magnifique, oui, qui a un peu évolué par rapport à celle de Cyril, mais qui maintient beaucoup d'éléments de cette histoire. J'ai discuté avec Guglielmo Cavallo beaucoup de fois ce problème de l'écriture. Il est très intéressé à la forme des lettres, etc. Et pour lui, c'est la chancellerie d'Alexandrie qui a maintenu une tradition d'écriture pour ces lettres. Et ici, c'est magnifique d'avoir ce rouleau horizontal écrit selon la direction des fibres. Et vous voyez, il y a un protocole arabe. C'est la copie qui était envoyée au monastère de Chenute, c'est-à-dire en Moyenne Égypte. Alors, une lettre en grec, envoyée au monastère qui était le centre de la coptitude. Non, c'est très intéressant. Et qui probablement a été traduite sur le moment, sur l'istan, en copte. Vous voyez ici les lettres et l'art qu'il y a ici. Et ici, c'est magnifique, c'est-à-dire le rouleau dans son expression n'est pas complète, c'est-à-dire elle était plus longue. Mais nous avons la finale, il y a un message dogmatique très fort contre, pas le musulman, mais contre les autres chrétiens. Et puis, il y a informations de caractère pastoral. Si, c'est en lettre. Et le grec est très intéressant parce que, par exemple, nous avons l'usage constant de participes, beaucoup plus que pour construire des phrases, beaucoup plus que dans les lettres de Cyril ou après des autres auteurs. La possibilité que nous avons de dater ces copies est garantie par le fait que nous connaissons la date de Pâques et nous savons quand une date est, dans quelle année il y a une certaine date de Pâques. Et ça, pour les paléographes, pour les codicologues, c'est une possibilité magnifique. Alors, je arrive, à la fin avec toutes les parties, les protocoles, etc. Et je passe au problème de la traduction en copte. Alors, j'ai dit, il faut payer attention que la traduction en général en copte peut être multifonctionnelle, pas seulement pour faire comprendre aux Égyptiens le message de patriarche d'Alexandrie. Beaucoup d'Égyptiens convivaient avec les Grecs. Le problème, c'est écrire dans une langue qui était plus proche de la langue maternelle. C'était aussi psychologique. Alors, nous avons beaucoup de traductions. Ici, il y a la lettre d'Athanase à Dracontius, qui est une lettre magnifique écrite par Athanase en 353-4. Pour la Pâque, en connexion avec la Pâque de 364, dans laquelle il exhorte Dracontius à devenir évêque après son refus de l'épiscopat. Dracontius ne veut pas continuer d'être moine et il est exhorté par Athanase avec une série d'argumentations très complexes à servir l'Église. On ne peut pas être lié à un vœu. Le vœu plus important, c'est le service à l'Église, pas le service au monastère. Et la lettre mentionne la Pâque. Et elle dit qu'un des charges des évêques de chaque évêché en Égypte est de lire la proclamation de la Pâque et à travers la proclamation à travers la lettre festale. Et alors, on peut penser que cette lettre à Dracontius était liée à la lettre festale de cette année. Et nous avons des fragments de cette lettre festale, mais pas très significatifs. L'autre chose importante, c'est que le codex est très ancien. Je vous montre le taille. Ici, c'est le codex dans son... ici, vous voyez l'écriture, c'est une écriture très ancienne, papyrus, écrit... horizontale, position horizontale, écrit selon la direction des fibres, une écriture qui semble être ancienne. Ici et là-bas, il y a des manifestations orthographiques très particulières, c'est-à-dire en connexion avec aussi d'autres dialectes coptes. Et
il faut penser quand dater ce manuscrit. C'est très difficile à le faire, mais je pense que une datation vers la fin du IVe siècle, début du Ve siècle est possible dans ce cas. C'est-à-dire l'idée de Sophia Toraja-Tovar de dater très proche de la traduction copte de la première circulation du texte grec est possible. Il faudrait discuter beaucoup de choses sur ça, mais je laisse à Sophia Toraja-Tovar de discuter ça dans un article qu'elle va publier dans les prochains numéros d'Adamantus, que je vous prie de lire. Ce n'est pas encore publié, c'est-à-dire l'année 2018 va être publié dans quelques semaines, mais il y aura un article très important de Sophia sur ce manuscrit. Ici, nous avons l'autre texte. Pour moi, c'est important, ça, parce que c'était un texte déjà connu des années 30 du XXe siècle, publié par l'éminent coptologue qui était Poloski. Et oui, j'étais capable d'identifier cette lettre qui était très étrange, parce que je découvert des citations bibliques très banales avec les cantiques du cantique. Et alors, j'ai compris qu'il y avait une partie de cette lettre qui était parallèle à la première lettre grecque de Cyrille d'Alexandrie. Comme je dis avant, nous avons le recueil de toutes les lettres de Cyrille, à part les deux dernières années qui ne l'ont pas. Mais pourquoi est si important la présence de ces lettres? Parce que le copte démontre, sans équivoque, que la tradition byzantine a fait une conflation entre la première et la deuxième lettre de Cyrille d'Alexandrie. En grec, nous avons une lettre qui parle de la Pâque, mais dont la date de Pâques du deuxième année de Cyrille d'Alexandrie, c'est-à-dire 413, pas la date de 412. Pourquoi? Alors, on dit que Cyrille avait beaucoup à faire, il était il était élu il y a quelques jours, ne pouvait pas écrire la lettre Vesta. Ce sont des explications que nous élaborons sans beaucoup penser à la force de la tradition. C'est-à-dire la lettre était un devoir ou des presbytres ou du patriarche d'Alexandrie. Et alors, la chose étrange qui m'a frappé, qu'il y avait le parallèle d'une première partie de cette lettre jusqu'à ici, jusqu'à cette colonne, et puis de cette colonne jusqu'à la fin, les deux textes étaient complètement divergents. C'est-à-dire, le texte grec arrive, vous pouvez contrôler ça sur la source chrétienne où il y a la publication de ça, arrive à la Pâque de l'année suivant l'élection de Cyrille. Le texte copte continue jusqu'à la Pâque de la première année de Cyrille d'Alexandrie, avec un ajout très important. Vous voyez ici, vous voyez des lignes avec une liste. Je pourrais la lire en copte. C'est un acmimique, c'est-à-dire un dialecte qui n'a pas eu une histoire très longue dans la culture copte. Une histoire grande, mais pas très longue dans le temps. Et ici, il y a les sièges épiscopaux. Moi et Annick Martin, nous avons republié ça, c'est-à-dire je n'ai fait pour le moment l'édition, parce que j'avais parlé aussi avec les éditeurs des sources chrétiennes de lettres de Cyrille, et il m'avait dit attendre le moment où toute la collection était publiée. Pour le moment, je ne crois pas qu'après le premier deux volumes, il y a un troisième. Et ici, vous avez... Et alors, moi et Annick, nous avons publié cette liste où il y a des évêques très particuliers. Nous sommes arrivés jusqu'au... Vous voyez, il y a le nom Kallipides,
qui sont des noms qui, à peu, dans les Grecs, dans les Coptes, ne sont pas très difficiles. Et il y a des sièges comme Boreion, c'est-à-dire dans la Libye. Vous avez l'expression du pouvoir, de l'extension, de la juridiction d'Alexandrie sur tous les évêques du territoire. Et oui, alors, dans le verso de ce rouleau, il y a une homélie que je n'ai pas identifiée pour le moment. Il faut que je travaille. Et c'est une homélie qui est... comment est écrite cette homélie? On a pris le rouleau horizontal et on l'a verticalisé et on a écrit cette homélie contre la direction des fibres, c'est-à-dire comme c'était d'habitude d'écrire sur un seul colonne contre la direction des fibres, comme les documents, comme certains actes administratifs. Pourquoi il y a cette réutilisation? Ça, c'est... Je pense d'avoir commis beaucoup d'erreurs sur l'analyse de ça. Et, oui, c'est le même scribe. C'est le même scribe qui utilise, ou quelqu'un a fait la traduction en acmimique de la lettre. Le scribe a, la lettre du 413, a utilisé ça, et puis quelques temps après, je pense que quelques années après, il a réutilisé ça pour écrire une exhortation morale. Je pense qu'il y a quelques lettres sur la virginité attribuées à Clément, mais je ne suis pas sûr. Mais je pensais après, mais si il y a... On pourrait penser que le projet était déjà... dans la tête de cette personne. Nous n'avons pas une copie officielle en grec. C'est un texte qui se présente comme imitation des lettres qui circulaient, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce scribe? Par exemple, hier soir, je pensais, n'est pas qu'il a écrit avant l'homélie et puis transversa carta et puis il a écrit cette lettre, ou qu'il avait déjà dans sa tête le projet d'écrire les deux ensemble. Je ne sais pas. C'est une question qui peut être discutée. Et ici, vous avez la section finale avec les évêchés, et puis il a les autres deux documents en copte. Ça, c'est un document très important sur l'Eucharistie qui est écrit par un évêque sous le patriarcat de Benjamin, c'est-à-dire l'évêque du 7e siècle et qui vivent pendant l'invasion des Arabes. C'est un texte en copte, c'est un texte rédigé sur une seule colonne et alors, logiquement, contre la direction des fibres. Ça, ne fait aucun problème. Ce n'est pas un grand texte, ce n'est pas un rouleau. Oui, il y avait quelques lignes avant, je ne sais pas s'il était, mais probablement il était, oui, il était un petit rouleau, parce qu'il y a des traces de l'écriture d'ici, là-bas, et alors il y a des traces d'une ancienne statue de rouleau. C'est un copte. Ce n'est pas une lettre écrite par un patriarche, parce que le patriarche est mentionné. Benjamin est mentionné. Byzantius de Keft est mentionné comme Trismacharios. Alors, c'est mort. Quand on devient Trismacharios, on est dans un autre monde. Et puis, il y a un Petros. Attention que le fragment, il y a Mihaïliko, le jeune savant en grec qui est en train de réétudier ce papyrus, a démontré que je n'avais pas compris bien la situation, le rapport entre les fragments. Et c'est très clair dans sa reconstitution qu'il y a le patriarche qui envoie quelque chose, l'évêque de Coptos qui est en Petros, qui reçoit le tomos du patriarche et écrit sa lettre. Alors, cette lettre est en copte ou en grec? C'est-à-dire, nous n'avons pas ici
le texte patriarcal. Les citations bibliques ne résoudent pas le problème. Il y a deux petites citations. Il y a la mention en grec de la liturgie. Et Mihaïliko a démontré qu'il y a la mention de pré-sanctifié. C'est très important du point de vue de l'histoire de la liturgie. Et alors, mon problème, c'est de comprendre quelle est la situation linguistique dans laquelle nous sommes. Nous savons que Pisentius écrivait ses lettres sur les papyrus, sur les petits papyrus, et aussi ses circulaires en copte. Alors, ces lettres étaient en copte, en grec, c'est une grande question. Cette lettre, c'est une lettre très importante, c'est-à-dire, elle fait référence à un document du patriarche Benjamin. Et elle traduit ce document du patriarche en ajoutant des autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire quand le pain qui est distribué pendant l'Eucharistie finit. Et alors il faut aller sur l'altar, faire un certain type de bénédiction sur le pain pour ajouter le pain pour ajouter d'autres pains bénis. Et puis des autres questions de ce genre, la question de liturgie locale. Oui, ça c'est un problème. Et puis ici, il y a un détail de ce texte, c'est-à-dire, vous voyez que l'écriture est pas mal. Hein? C'est pas mal, c'est-à-dire, nous avons une écriture copte. Oui, j'ai la date de ça. Sous Benjamin, nous avons, c'est 625, 665. Et vous voyez ici, oui, l'écriture, une écriture, oui, mais pas extraordinaire, mais aussi, c'est une bonne écriture. Et puis, il y a une autre pièce qui c'est un problème un peu à résoudre. C'est-à-dire, aussi vous, si vous pouvez résoudre. C'est une lettre festale, vous voyez, il y a des colonnes. C'est clair. Et en position horizontale, mais la nouveauté, c'est qu'elle est contre la direction des fibres. C'est une chose très étrange. J'avais des doutes, Jean-Luc avait des doutes. Nous avons envoyé Roberta Mazza, qui est responsable de la John Rylands Library, pour les coptes. Elle a vu, ça c'est la dernière photographie qu'elle m'a envoyée. Ça, c'est clair qu'il y a des lignes verticales qui font penser à une direction de l'écriture contre la direction des fibres. Dans une lettre où il y a, ici c'est très clair, il y a des colonnes. C'est-à-dire, d'autre part, il est blanc. Et d'autre part, il était blanc. C'est ici les lignes les fibres sont verticales. Et c'est nécessaire que de l'autre part, les fibres soient dans l'extension horizontale, soit verticale, oui, soit horizontale. Je pensais pendant la nuit, si on pouvait penser qu'il y avait un texte écrit normalement comme des rouleaux, comme sur les rouleaux littéraires, et qui était très bref. Et le fait que nous voyons le blanc ici, c'est pourquoi le texte c'est déjà fini. Alors un scribe a pris l'idée de faire un rouleau littéraire de l'autre part, c'est-à-dire une réutilisation pour copier la traduction copte de la lettre festale. Mais vous comprenez que c'est une hypothèse un peu... oui, essence de sérieux fondement. Dernière chose, nous avons analysé les lettres festales, les lettres dans l'Antiquité ne circulaient pas sans de porteur. Je ne sais pas s'il y a l'auteur, comme on dit en français. L'auteur de lettres, celui qui porte la lettre. Le porteur de la lettre. Porteur, ça va bien? Oui, mais il y avait de porteurs de lettres. En anglais, c'est English carriers.
Mais en anglais, letter carriers. Il y a des lettres où nous avons l'information sur la présence de l'auteur de lettres festales. Sur les ostraca, excusez la traduction encore en anglais. Par exemple, un ostracon de monastère d'Épiphane, la Thèbes du 7e siècle, Appadamianus, c'est-à-dire le patriarche Damien d'Alexandrie, a envoyé à nous le kérigma, la lettre festale, southward, dans le sud pour nous confirmer dans la foi, et c'est quelqu'un qui parle et qui démontre qu'il y a quelqu'un qui est le porteur de la lettre. Par exemple, ici, vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire circuler une lettre festale. Vous voyez que c'est quelqu'un qui porte un kérigma. Ce sont des clercs de l'église d'Alexandrie qui circulent dans la Thébaïde pour transporter les lettres festales. Et les ostraca, c'est-à-dire les lettres locales, dénoncent leur présence. Pour nous, c'est très important de voir cette circulation. Mais ce problème du transport de lettres festales est dénoncé aussi par Synesius de Cyrène. Alors, nous sommes dans la Thébaïde du 7e, 8e siècle. Mais Synesius, au début du 5e siècle, dans ses lettres très belles, très sophistiquées, dit la même chose. Qu'il faut, je vous lis maintenant le grec. Il y a la traduction en anglais, mais anglaise. Ah oui. Vous voyez, Petro presbytero, Theos egeis pantos ergo kai logu, ton, diateco comisten, ton panegyricon grammaton. Comisten, c'est-à-dire le porteur de écrits relatifs à la fête, panegyricon. Acadagale tencurian teseor tesemeran. Alors, la fonction des lettres est d'annoncer la date à la Pâque. Teseor tesemeran, enne kai decaten tu farmutimenos, il écrit ce intellectuel qui était en gré d'écrire les poésies dans tous les dialectes de la tradition grecque. Ici, il utilise les mois égyptiens et pas le mois romain. Ostes epitauten accuses nuktos, anastasimos accuses mystères. Il y a la mention du fait qui est très important que sa lettre n'annonce pas seulement la date, mais elle décrit aussi il y a une catéchèse christologique sur la passion du Christ. Tout en kai prosionta, et ici c'est très, je trouve Synesius pour moi c'est un personnage extraordinaire, parce qu'il y a une attention aux problèmes des porteurs. Tout comme stesse, no? Kai prosionta, kai epanion, quand il vient et quand il va, philanthropia sa passe saxiosate, car ai moibezon efficatera pemsate. Alors il faut faire l'échange de chevaux tous les deux fois quand il va et quand il vient. Et probablement, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé jusqu'à Ptolémaïde, il faisait le voyage à travers la Cyrénaïque jusqu'à Boréion, c'est-à-dire pas loin de la Tunisie. Et ostis upertum megenes aetais ecclesis eclipes ethos archaion car patrion. Vous voyez, ici nous sommes au début du 5e siècle et Synèse parle d'un ethos qui est
archaion kai patron, de lettres Vestal, de l'annonce de relation entre, entre le patriarche d'Alexandrie et les évêques. C'est très intéressant d'étudier les rapports de Synesius avec Théophile, parce qu'on découvre des dimensions. Le terrible Théophile apparaît un peu moins terrible. Et oui, la dernière question, c'est vous comprenez que les porteurs sont de clercs. C'est sûr, je ne sais pas si celui du temps de Synesius était un clerc, mais sûrement celui du temps de Damien, etc., c'était des clercs. Pourquoi ils sont très importants? Et ici, oui, vous voyez, c'est Wipsisz a étudié très bien le problème de l'importance de porteurs. Parce qu'il était l'émanation de la curie d'Alexandrie. Il allait visiter chaque année avec la lettre Vestale les diocèses d'Alexandrie, les diocèses d'Égypte. Il entrait en contact avec les notables de la cité, avec les clercs de la cité, avec l'évêque de la cité. Il voyait si parmi les presbytères, il y avait quelqu'un qui pouvait aspirer à devenir évêque quand il y avait la nécessité de la succession épiscopale. Ici, nous sommes réellement dans une... ce qu'on peut appeler le genre du patriarche. Hein? Le collaborateur du patriarche, qui avait un rôle ecclésiastique très important, qu'il était cherché. Quand il arrivait la lettre Vestale, il y avait des négociations, etc. Dernière partie de mon discours, c'est la préservation des lettres. C'est-à-dire, il y a la lettre qui est écrite, la lettre qui circule dans beaucoup de façons, la lettre qui est préservée immédiatement, par exemple par les pauvres fidèles de Thèbes qui registrent la date de Pâques. Mais ici, nous avons aussi des lettres qui ont été considérées si importantes d'avoir un rôle aussi dans les bâtiments, dans l'épigraphie, etc. Ici, vous avez la transcription, c'est pas une photographie, mais une reproduction en main d'une lettre très importante d'Athanase aux moines. La première ou la deuxième, je ne me souviens pas de ça. Et oui, nous avons la transcription sur support dur de cette lettre qui était capitale pour les moines et parler d'hérésie, orthodoxie et du rôle du monachisme dans la bataille contre l'hérésie. Et puis, nous avons ici les citations sur des ostracas, oui, j'ai déjà parlé, et surtout cette magnifique paroi où nous trouvons l'inscription de la lettre sustatiquée, c'est-à-dire de la lettre d'installation de Damien d'Alexandrie. Vous voyez ici, dans le monastère d'Épiphane, dans un tombeau pharaonique réutilisé comme habitation monastique sur un couloir, c'est-à-dire une position qui n'est pas très publique, mais pas complètement cachée. Et ici, vous avez la traduction copte de cette lettre, d'une lettre capitale pour l'histoire du christianisme, parce que c'est Damien qui accepte toute la tradition de Sévère d'Antioche, la grande réforme de la théologie alexandrine après Cyril d'Alexandrie. Et oui, vous pouvez confronter le texte copte de cette paroi avec le texte syriaque de Zacharie, pseudo-Zacharie, l'histoire syriaque avec la citation de beaucoup de documents. C'était une lettre importante. Damien était un personnage qui a refondé l'église copte. Et oui, les moines ont compris ça et ont fait en traduction du grec
au copte. C'est sûr que était en copte, était en grec la lettre parce que il n'y a pas de possibilité qu'il y avait des traductions de ce type de documents du copte à syriaque, au syriaque. Alors, c'est plus facile de penser que l'original était en grec. Oui, ça, c'est le final. Alors, il y a encore une petite chose à dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait après la première copie? La circulation de cette copie. Il y avait toute une phase qui est pré-littéraire, où on peut colloquer la conservation dans une diocèse, dans un monastère, de la lettre. Quelles étaient les formes dans lesquelles on passait de la copie écrite comme les textes littéraires avec des colonnes sur des rouleaux horizontales à d'autres formes de conservation. Et puis, au passage final, quand il y avait la possibilité de cette copie d'archives dans un recueil qui avait une signification, était conçu comme texte littéraire à lire. Par exemple, Athanase sûrement a écrit des lettres comme nous avons vu, non? Comme la lettre à Dracontius, traduite en copte immédiatement ou non, mais plus tardivement, ces lettres grecques ont été traduites en syriaque d'une part, en copte de l'autre, dans deux recueils très différents, c'est-à-dire un codex littéraire très normal, une sorte de homélière avec les lettres vestales d'Athanase en copte. Un texte d'archives en syriaque, c'est-à-dire la copie qui était à Alexandrie, avec toutes les notices pour chaque lettre sur les consulats, les préfets d'Égypte, etc., qui est la recueil syriaque. Et oui, c'est intéressant de voir quand un texte qui a déjà des ambitions littéraires peut devenir littéraire quand il est préservé dans des moyens qui sont différents ou qui sont conçus par le milieu comme des systèmes de catégorisation comme écrit littéraire. Merci pour votre attention.